Aujourd'hui, on parle de la gestion de projet à l'ère numérique dans le cadre des webinaires Batimatech. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour. On va parler de la gestion de projet à l'ère du numérique. Super. Donc, peux-tu nous en dire plus? Ben oui, c'est avec enthousiasme que je vais t'expliquer ça. En fait, ce que je fais dans la vie, c'est principalement de la gestion de projet numérique. Donc, dans gestion de projet numérique, il y a gestion de projet. Qu'est-ce que ça fait la gérance de projet? Souvent, ça regarde un spectre d'octroi de contrat jusqu'à la construction complète, donc le bâtiment livré. En gros, c'est ce qu'on connaît. Maintenant, ce qu'on fait, nous, comme gérant de projet numérique, ben en fait, on vient s'immiscer en amont du processus avant que ça commence, jusqu'à la construction, jusqu'au livrable, puis en fait, on fait la boucle ensuite. Donc, c'est ça la gérance de projet numérique. On regarde tout le volet contractuel et tout le volet technique. On refait un petit peu le remaniement nécessaire dans la chaîne de production, ce qu'on voulait traditionnel, mais maintenant, on l'amène plutôt innovante en construction. Donc, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Fait en résumé, c'est ça, la gérance de projet numérique. Revoir les façons de faire. Puis on utilise le terme gestion de projet, j'entends le mot contractuel. Donc, j'imagine que c'est important, ce mot-là? En fait, excessivement, s'il y a un point où est-ce que c'est le plus important, c'est le contractuel. Pourquoi? Parce que le technique, une fois bien ordonnancé par le contractuel, va s'exécuter de la bonne façon. Alors, quand c'est pas correctement énoncé ou décrit ou détaillé, par exemple, dans les documents, soit dans les attentes, par exemple, du client versus le rendu attendu des tierces parties qui va contribuer, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une dichotomie dans la compréhension du rendu et c'est là souvent que ça ne fonctionne pas et c'est pourquoi que le technique ne va pas de soi. Donc, le contractuel, c'est la chose la plus importante à revoir. Puis dans la gestion de projet, on parle ça nécessite énormément de collaborateurs, dont à la fois de plus en plus des gens externes. Bien, effectivement, d'abord, ce que je fais n'existait pas. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas au Canada qu'il y ait une entreprise, par exemple, qui fasse de la gérance de projets numériques foncièrement, ni au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis très fière. Maintenant, ça consiste en quoi? Bien, être un nouvel acteur autour de la table des intervenants qu'on avait l'habitude de voir de façon traditionnelle. C'est qui autour de la table? Alors, c'est le donneur d'ouvrage, donc le client. Parfois, les investisseurs de ce donneur d'ouvrage-là. Ensuite de ça, on a les professionnels, entrepreneurs généraux, entrepreneurs spécialisés, opérateurs de bâtiments, et puis tous les gens, par exemple, qui sont interconnectés, donc les assureurs de dommages, les avocats, etc., ce qui est normal. Ça, c'est la soupe traditionnelle, par exemple. Et puis maintenant, à la table, on a le gérant de projet numérique qui vient s'asseoir, qui va ordonnancer, par exemple, tous les paramètres numériques au niveau contractuel et technique, qui va superviser la progression du projet. De surcroît, ce que ça a pour effet, c'est les gens qui étaient autour de la table de façon traditionnelle, oui, bon, ils sont forcés un peu de revoir leurs choses. Avec le client, toujours? Toujours avec le client, oui, parce que maintenant, le client comprend qu'il est plus imputable que jamais et donc il y a une grande part de responsabilité qu'il ne peut plus juste conférer des attentes puis un projet puis un contrat aux tierces parties sans s'y intégrer tout au long du projet. Maintenant, c'est de plus en plus clair que les donneurs d'ouvrage commencent à le réaliser. Puis avec Ovation, bien, par exemple, on devient une garantie de réussite parce que nous, ce qu'on a l'avantage de faire, c'est avoir des processus uniques qui nous permettent de quantifier les économies générées et nous, on vient se payer à même les économies. Donc, au final, on n'a rien coûté, puis les gens ont mieux géré le budget, puis on vient éliminer les extras en construction. OK, c'est bon. Puis lorsqu'on parle de contractuel, on a parlé aussi inévitablement à l'ère numérique, on touche le BIM. Donc, si on dit BIM, ça veut dire quoi? Je pense que j'ai déjà parlé dans le futur à la blague de dire, on pourrait dire BIM, patate, chocolat. Ben, en fait, c'est un peu vrai. Le Building Information Modeling ou la modélisation des données du bâtiment, en fait, c'est ni plus ni moins que des données informationnelles qu'on va aller intégrer dans des plateformes numériques. Maintenant, c'est facile de comprendre ça juste à la base. Par contre, quand on a beaucoup d'intervenants qui ne comprennent pas comment on intègre de la bonne façon, comment on consomme la donnée, bien à ce moment-là, ça a un capharnaüm numérique et puis la donnée, elle est ingérable, même si elle a été entrée de diverses façons. Donc, le BIM, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant tout un processus, une philosophie, une façon de faire, une façon de revoir la chaîne de production traditionnelle pour une chaîne de production un peu plus automatisée, plus concrète, adaptée à l'innovation numérique,
Donc, ça remet en question beaucoup les façons de faire. C'est pas toujours ce qui fait plaisir. C'est un peu ce qu'on appelle les pantoufles dans l'industrie. C'est un peu pour ça que ça bloque aller complètement vers le BIM avec les processus que ça demande de mettre en place. Parce qu'il y a des gens qui contrôlent moins ces ressources-là ou qui ont moins les compétences pour les contrôler, pour les superviser? Bien, ça, c'est un autre point. C'est qu'on a beau avoir, par exemple, des secteurs intérimaires qui sont, par exemple, la comptabilité, les ressources humaines, etc. Ça reste qu'ils ont beau se former quelque part, ils ne travaillent pas dans l'univers des maquettes, on s'entend. À ce moment-là, comprendre la nouvelle pédagogie que ça a besoin, comprendre la nouvelle générescence, par exemple, de petites bébites dans l'industrie, si on veut, de profil atypique, c'est pas quelque chose qui court les rues. Alors, il essaie de conformer un profil type. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut donner plus de latitude à la créativité, plus de temps de développement dans les entreprises, limiter le temps de facturabilité pour les intervenants qui vont avoir à développer du contenu. On ne peut pas faire 40 heures plus un 20 heures de développement plus de 40 heures facturables. On ne peut pas avoir l'argent du beurre puis le beurre en même temps. Fait que c'est un peu le problème au niveau de la notion des ressources humaines. Mise à jour, formation. Exactement. Et puis, quand on passe des entrevues dans ce domaine-là, on ne peut pas non plus systématiquement penser qu'une entrevue d'1 heure à parler, à poser des questions, ça peut être cohérent. En fait, il manque aussi la portion plutôt pratique et donc des tests justes pour être capable de compartir la technicité, en fait, dans l'usage de l'outil. Mais encore faut-il être capable de comprendre ce que la personne fait. Il y a tout ce paradoxe qui fait en sorte que une fois que les gens sont embauchés, souvent sont laissés à eux-mêmes, se voient octroyer de grands postes, de grandes responsabilités. Ils n'ont pas nécessairement le parcours académique non plus ou la volonté de développer ça comme il faut. Puis de toute façon, dans l'industrie, ce qui fait défaut, c'est qu'on ne connaît pas la job de l'autre, ni dans sa compagnie, ni envers les autres intervenants d'un domaine. Ça a pour cause qu'on n'a pas donc la vision nécessaire 360 pour développer, par exemple, la technologie dans le rôle et la fonction qu'on a, soit en technicien, soit en ingénieur, soit en dessinateur ou quelque chose autre qui est plus profil typique. Donc, c'est sûr que l'employeur, sa responsabilité, c'est d'encadrer ces profils-là, pas en leur laissant la responsabilité de s'auto-intégrer. C'est plutôt de trouver l'aide externe compétente pour les intégrer. En fait, ce que je pourrais dire, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui a besoin d'un outil de cuisine. Et donc, on ne va pas lui faire fabriquer son outil de cuisine avant de faire la crème à battre. Il va avoir un outil, puis il va battre sa crème, puis il va faire sa recette de cuisine. Voilà. C'est un peu ça. Alors, c'est d'avoir quelqu'un qui va construire ce mélangeur-là. Puis après ça, il y a juste à l'utiliser dans son travail. Puis c'est en fait ça pourquoi il est formé. Puis c'est en fait ça le plaisir de, par exemple, faire de l'architecture, c'est de faire de l'architecture. C'est pas de créer le batteur qui va en amont. Et ça, il y a un gérant de projet numérique qui peut le faire. Et donc là, ça vient alléger, ça vient cautionner la qualité. Ça vient, donc, un gérant de projet est donc imputable de ça, de la compétence pédagogique octroyée, de la capacité de rétention, etc. Fait que ça, c'est tous des paramètres que ça vient soulager un peu les entreprises. Puis ça vient leur expliquer aussi, quand leurs employés vont faire face à des projets qui vont accepter des informations qui entrent ou qui doivent en envoyer, c'est quoi la qualité qui est là-dedans, puis est-ce que quelque chose plus tard va leur rebondir dessus parce que la compétence n'était pas au rendez-vous quand il fallait juger la donnée? Puis est-ce qu'ils se donnent assez de temps justement pour travailler ces compétences-là? Puis... Absolument pas. En fait, c'est comme si la plupart des entreprises demandaient aux gens de développer des compétences en même temps que sur des projets. Encore là, c'est pour moi quelque chose qui est super incohérent parce que moi-même, j'ai une équipe en arrière de moi, puis on les entraîne d'une certaine façon. Il y a quand même la façon d'apprendre sur des projets, mais nous, on a des processus pour encadrer ça. Eux, ils n'ont pas ces processus-là, mais ils les laissent quand même faire des projets, puis en plus, ils leur donnent quand même la responsabilité de manager ces données-là qui sont importantes. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe tu es qui dans la chaîne d'un projet de construction, ce qui va sortir au bout, c'est un cerveau intelligent, une maquette intelligente. Elle a une grande valeur monétaire d'actifs intangibles. Si quelque chose ne fit pas dans la chaîne de production, cette valeur-là descend. Ouais. Le donneur d'ouvrage, c'est ce qu'il ne souhaite pas, c'est en cas fait que ça descende, il veut que ça monte la valeur de son bâtiment physique. Et donc là, quand il s'en aperçoit, il est trop tard et c'est là que les problèmes commencent. Ce sont les capacités à lire? C'est une lecture de ce plan-là ou de ce modèle-là? Ou... En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que
En gros, le langage commun nous dit que les documents de base connus à ce jour sont un plan de gestion du BIM, puis un plan d'exécution du BIM. Avec une gestion de projet, la gestion de temps. Mais c'est pas que ça. C'est en outre, à part de ça, il y a vraiment l'appel d'offres qui comporte certaines anomalies parfois. Puis passer les professionnels en entrevue pour rendre les compétences cohérentes, pour voir s'il y a vraiment matière à avoir... Amélioration. Exactement, tu sais, ou s'ils sont prêts à apprendre sur le projet, mais du moins être transparent puis ne pas prétendre d'avoir des compétences qu'on n'a pas. Fait que ça, c'est déjà ça. Fait que déjà, bon, il y a l'appel d'offres. Ensuite de ça, il y a les documents contractuels à annexer au contrat. Et puis, il faut les annexer au contrat. Il y a la question de propriété intellectuelle aussi qui ne devrait pas être une question puis qui devrait être quand même diluée dès le départ. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont nébuleuses, qui se peaufinent maladroitement en cours de projet, mais il est trop tard après. Et puis, les exigences ne sont pas claires. Oui. Mais outre cela, la tarte devient différente aussi au niveau des... On peut aller là, mais des revenus, c'est-à-dire comment on répartit maintenant dans la gestion de projet les ressources, mais aussi les ressources financières, les ressources humaines. Écoute, il y a différentes façons de le voir. Si on veut le voir en tant qu'entreprise puis pas en tant que projet dans un premier temps, mais en tant qu'entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut prendre de 1 à 3 ans pour s'intégrer comme il faut. On n'aura pas fait 100% de la diversité de projets qu'on a fait dans les années antérieures. Il faut se laisser un temps parce que chaque projet qui est unique, par exemple, va avoir quand même un processus type à mettre en place. Si tu as fait 10 secteurs d'activité comme projet dans ton entreprise, tu auras 10 gabarits types à développer. Ça ne se développera pas du jour au lendemain. Tu vas avoir beaucoup de premières fois. Faut être responsable d'un quelconque pourcentage d'investissement à soi-même. Puis pour le volet 1, dans le fond, de l'entreprise, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est avant, le client ne payait pas AutoCAD. Ça faisait partie des outils qu'il fallait que tu investisses, que tu aies à la dernière pointe parce que tu voulais être compétiteur, puis tu voulais être sur le marché, puis offrir ça aux donneurs d'ouvrage. Fait que le précepte de maintenant, là, vous voulez innover comme donneur d'ouvrage et donc vous devez me payer des licences, ce que j'ai vu très souvent, même au niveau professionnel. C'est un peu outrant puis aberrant quand on pense que c'est à eux de faire un choix dans les outils complètement bien avisés, d'avoir la responsabilité d'investir ça dans leur projet. Souvent, ils vont dire oui, mais ils nous demandent des PDF à la fin du projet dans l'appel d'offres. Donc, ça revient que le client il a une responsabilité de demander le format numérique adéquat, puis de surcroît, l'intégration devient la responsabilité à investir d'une entreprise. Fait que le client a encore beaucoup de responsabilités. Ça, c'est pour le secteur entreprise. Maintenant, pour le volet projet, c'est quelque chose de différent. En termes d'investissement, par exemple, encore là, c'est toutes les questions d'intégrité et de transparence. Si tu es dans tes 3 premières années à peu près, que tu as intégré quelque chose dans ton entreprise, tu peux le mentionner au client. Il va peut-être être plus ouvert à te faire confiance puis à mesurer ton apprentissage pour renouveler une belle expérience d'un prochain projet. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es complètement compétent quand c'est pas le cas. Parce qu'encore là, je l'ai vécu sur des projets, puis ça fait des désastres où est-ce que le client, finalement, se rend compte que tu lui as menti, puis la confiance n'est pas au rendez-vous, mais ils finissent le projet, puis ça fait beaucoup de contextes dérangeants, si tu veux, inconfortables. Mais si on donnait un bel exemple, d'une bonne équipe de gestion de projet, ça veut dire que le client est là, mais il s'est-tu rajouté, ce que j'ai entendu, un chef d'équipe pour gérer justement En fait, l'équipe idéale, c'est un donneur d'ouvrage, les investisseurs, publics ou privés, un gérant de projet numérique dans l'équipe du donneur d'ouvrage. Externe? En fait, externe du sens où est-ce qu'on est une entité distincte. Par exemple, on fait un consortium, donc un joint venture, donc on a un contrat avec les responsabilités qui nous lient pour la mesure du projet, mais ensuite de ça, il y a les autres acteurs qui viennent se greffer autour de la table. Le gérant de projet numérique n'est pas là pour faire de l'ombre ou nuire aux gens. En fait, il est là pour offrir du support égal à tout le monde et offrir les bonnes informations égales à tout le monde en fonction de leur réalité aussi. Soit ils sont en chantier, en fabrication, en installation, en paramétrage, simulation énergétique, etc. Ça prend un intervenant qui a ces compétences-là pour être capable de comprendre le travail de l'autre. Ce que les gens n'ont pas la force de faire sur le projet. Puis c'est là où est-ce que c'est intéressant parce que là, ça vient enlever l'attention de tous les intervenants et chacun peut faire son bon travail. Puis il y a beaucoup de sensibilisation et d'éducation avec cette nouvelle formule-là. Et donc, c'est ce que finalement les gens retiennent de positif dans un projet maintenant. Oui.
Puis, y a-tu un d'autres points que tu voudrais qu'on aborde par rapport justement au BIM, par rapport à la collaboration, par rapport à l'effet contractuel qu'on a mentionné? En fait, pour travailler avec énormément d'entrepreneurs spécialisés, ce qui est pas le fun, c'est l'espèce d'effet boule de neige. Donc, la boule de neige, elle part en amont. Il y a des attentes, c'est pas clair. Des fois, on a l'impression que c'est clair. Bref, la boule de neige, elle dévale. Elle se ramasse là, dans le cours de l'entrepreneur spécialisé. Dernier rempart, il n'y a plus personne après lui. Grosse boule, bam, ça éclate sur le mur. C'est toujours l'effet que ça fait. Fait que ce que j'aimerais dire, c'est que au niveau professionnel, l'idéal, c'est que pendant la phase planification-conception, faut absolument, avant que la phase conception soit terminée, d'amener un entrepreneur général qui a le goût de mettre la main à la pâte, puis de travailler de façon différente, puis d'amener les entrepreneurs spécialisés très tôt dans le processus, de sorte à ce que la conception n'est pas terminée, et puis que ces intervenants-là, sans s'intégrer dans les maquettes à ce moment de projet, puissent quand même donner le feedback pour être capable que les professionnels se pré-coordonnent de façon adéquate, qu'ils aient intégré tous les données de leur programme fonctionnel et technique dans les maquettes, qu'on abandonne l'espèce de type de légende, là, de rendu visuel, etc., qui n'est pas important dans le moment parce que c'est vraiment la donnée qui est importante, c'est elle qui est pesante, c'est elle qu'on gère. À ce moment-là, on peut considérer que le processus de conception est bien pré-coordonné. On peut relâcher en construction, pas la propriété intellectuelle, mais plutôt l'usage des maquettes. Puis à ce moment-là, le vrai travail après de construction peut commencer. Mais là, les entrepreneurs n'ont pas à remettre les maquettes à terre puis refaire le travail comme c'est souvent le cas que nous, on voit. Il y a 2-3 maquettes différentes là, qui doivent s'attacher. C'est vraiment incroyable. Ben, c'est ça aussi, c'est que là, après ça, le gérant de projet numérique peut dire aux entrepreneurs spécialisés comment bien fragmenter leurs maquettes. La même chose qui a été demandée aux professionnels. Et cette fragmentation-là amène une légèreté dans les maquettes, une fluidité, une facilité de travailler, d'intégrer les manufacturiers aussi très tôt dans le processus. À ce moment-là, on vient limiter les extras numériques et les extras en chantier. Et ça, c'est gagnant, c'est moins stressant. Tout est transparent. Les gens n'ont pas à prétendre des compétences qu'ils n'ont pas, ils ont juste à apprendre sur ce projet-là puis à mettre les mains à la pâte. Puis finalement, ils sont beaucoup moins stressés parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent pas dire certaines choses parce qu'ils doivent faire comme s'ils savaient. Mais ça, est-ce que c'est nouveau, cette idée-là de gestion de projet où on reconnaît aussi, à l'ère du numérique, qu'on est en mode apprentissage ou une forme pas d'incompétence, mais de... Maladresse. Ouais. Parce que, tu sais, à quelque part, c'est de la maladresse, mais en fait, c'est... Tu sais, je veux dire, faut pas se leurrer. Il y a l'industrie de la construction puis il y a une certaine culture. Tout évolue rapidement. Là. Tout évolue, mais il y a des choses qui n'aiment pas évoluer. Tu sais, il y a des industries qui ont été prospères pendant longtemps. Moi, on m'a souvent fait les commentaires, mais tu sais, je fais déjà de l'argent, pourquoi j'en ferais plus? Ben, tu pourrais en faire plus, mais en étant plus intègre, transparent, puis ça raccourcirait quand même le temps. Je vois pas le calcul, puis pourtant, j'ai fait le cheminement, puis je confirme. Fait qu'à quelque part, tu sais, c'est vraiment juste avoir peur de perdre des privilèges dans une industrie. C'est vraiment ça qui ralentit le progrès. Le privilège dans la compréhension ou dans le... C'est le privilège de je sais pas moi, de tirer plus, parce qu'il y a des entreprises, il faut comprendre, qui mesurent leur chiffre d'affaires avec beaucoup les extras qu'ils peuvent aller faire sur les projets. Fait que tu sais, à quelque part, c'est sûr qu'eux autres, dans le fond, ils voient ça pas d'un bon œil, mais il faudrait qu'ils voient ça plus positivement, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire plus de projets en étant plus concis sur les projets avec une meilleure gestion. Tu sais, c'est voir ça à meilleure planification aussi. C'est ça. L'idée, c'est pas de rester 10 ans sur un projet, c'est finir-les en 2 ans puis faisant d'autres des projets mieux, puis soit plus, tu sais, je veux dire, vis mieux avec ça. L'argent, il est juste transféré à des endroits différents. Il est pas... Plus de gestion, gérer plus de projets, donc plutôt que de gérer quelques avec projets. Un meilleur processus, exactement. Mais ça... au risque de le répéter, ça prend une volonté de changer ses pratiques, ça prend une volonté aussi d'exposer à son client qu'est-ce que ces nouvelles pratiques-là peuvent leur apporter, qu'est-ce que ces pratiques-là leur ont eux-mêmes apporté à l'interne. Puis, tu n'as pas besoin de faire du BIM juste sur un projet. C'est quelque chose que tu peux faire même juste chez toi, à l'interne, dans ton processus. Faire des projets, même si on ne dit pas que le projet est fait en BIM, ça reste que toi, tu travailles avec un nouveau workflow, si je peux me permettre l'anglicisme, à l'intérieur. Tu gères mieux tes projets, tu utilises des outils performants, tu donnes un rendu de qualité. Ça devrait être ça la norme parce que la technologie, elle est rendue là.
à ce moment-là, on ne devrait pas la vendre plus cher après un certain temps qu'on a maîtrisé son intégration. Puis à quelque part, si on est dans son intégration, c'est d'être transparent au client, voir s'il est prêt à mettre un petit peu plus du sien, parce que bien sûr, tu sais, c'est coûteux. Il y a des clients, moi, j'ai vu qui acceptaient de payer un quelques petits pourcentages de plus là, parce que justement, ils voulaient aider ses collaborateurs de projet qui affectionnaient beaucoup. À ce moment-là, ça peut être correct. Tu peux se qualifier. C'est ça. Sauf que ce qui est important de retenir, c'est que ça a été intègre, ça a été dit, ça a été d'un commun accord, puis on n'a pas dit j'ai des compétences, puis finalement on les avait pas, puis on les découvre en projet. Ça, c'est important, parce qu'il y a des clients qui sont capables de comprendre ça. Sauf qu'on se rappelle qu'à travers la gestion de projet, on arrive aussi, certains joueurs, à apporter de l'intelligence dans le projet davantage. Ça, c'est une autre chose où est-ce que j'ai justement eu une cause légale à défendre. En fait, c'est faux en même temps. Je t'explique pourquoi. On oublie de faire du contenu sur mesure. Ce n'est pas important de faire un contenu sur mesure. Ce qui est important, c'est que si tu es capable de faire la différence entre une pompe d'un réseau de chauffage, par exemple, hydronique de chauffage, versus une sécheuse, bon, tu es bien parti. On prend pas que, tu comprends, on ne mélange pas l'équipement. On arrête à un certain degré. On travaille avec des paramètres, par exemple, génériques. Quand un gérant de projet est là, au début, on demande les paramètres que tout le monde veut utiliser. On les met publics. Toutes les intervenants on parle la même langue, on parle la même... Oui, c'est ça. Puis il n'y en a plus. Là. À partir du moment où c'est dans les critères du contrat de travail, puis les gens, ils disent, ben voici ce qu'on veut utiliser. Le gérant cautionne ou cautionne pas certaines données. La maquette va ressembler à ça. Après ça, il n'y en a plus de propriété intellectuelle. Tout le monde, on a convenu que la propriété depuis le jour 1, c'était au donneur d'ouvrage. Donc, on reste en générique, on maximise la donnée, mais tout est ordonnancé puis maîtrisé, par exemple, par le gérant de projet numérique avec le donneur d'ouvrage. Il n'y a plus cette chicane. C'est ça. Puis là, on parle de donneur d'ouvrage depuis tantôt à l'ère de la gestion de projet, à l'ère numérique. C'est qui? Ils ressemblent à quoi, les donneurs d'ouvrage aujourd'hui? Ils sont-ils différents? Est-ce qu'il y en a qui vont sortir, qui vont être... Puis c'est une nouvelle... Les jeunes, je ne sais pas. En fait... Écoute, ça change pas? Non, ça change pas. La seule chose, c'est que les donneurs d'ouvrage ne sont pas à part des collaborateurs dans la construction. C'est-à-dire qu'il y en a que des fois, ils ont eu l'impression qu'ils étaient en mesure de s'intégrer eux-mêmes, etc. Fait que finalement, le résultat n'est pas toujours excellent, mais il y en a, par exemple, ce qu'ils savent, c'est qu'ils aiment être outillés pour poser des meilleures questions à leurs collaborateurs de projet. Encore faut-il que l'information puis la source de l'information, elle soit viable, qu'elle soit concrète. Ça veut dire qu'il y a un cas, par exemple, qui est vraiment donné ce que ça dit, pas une théorie qui confirme que c'est positif puis que finalement, ça ne l'est pas au final. Fait qu'en final, il y a autant de sensibilisation à faire auprès des donneurs d'ouvrage que du restant des intervenants de la construction. Ouais, bravo. Good job. Encore beaucoup de travail pour les gens comme vous. Pour l'accompagnement, la formation, la vulgarisation et tout ça, c'est quelque chose? Oui, c'est quand même difficile. Je te dirais que le principal défi pour des gens comme moi, si je peux dire, c'est la vulgarisation. Beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience à portée de main. On n'a souvent pas la prétention d'avoir des cheveux gris encore à 33 ans que j'ai. Fait que souvent, des fois, j'ai l'impression qu'à certaines mesures, ça empêche l'écoute de gens qui ont peut-être plus d'expérience dans le domaine traditionnel que nous. Fait que c'est sûr que ce que moi, j'aurais comme message... Il y en a qui sont allés sur le terrain, t'en fais partie? Oui, j'ai fait beaucoup de terrain, mais à 33 ans, on dirait que pour les grands patronats de ce monde, avec, 30 ans, 40 ans en arrière de la cravate, on dirait qu'ils le mesurent pas, ça. Puis pourtant, il y a une différence, c'est ça. Exact, mais on donne l'exemple souvent, le numérique, un jeune de 20 ans a plus d'expérience machine que quelqu'un qui a 40 ans. Ça, c'est un bon point, sauf que nous, on n'est pas juste dans les outils, on est aussi dans le contractuel. Puis c'est comme si ces façons de faire-là, ça prenait un érudit avec une certaine apparence pour être capable de te remis en question. Et comme aucun érudit, avec l'image qu'on s'en fait d'un père Fouras, si je peux dire, comme dans Fort Boyard, on dirait que ça n'a comme pas la même connotation. Et pourtant, aujourd'hui, c'est nous, les seniors dans la technologie, qui pouvons voir les anomalies contractuelles. C'est ça, on peut être à 33 ans, on peut être un senior, effectivement, dans cette industrie-là, dans ce modèle-là à l'ère du numérique. Excellent. Merci beaucoup, Jessica Lelièvre de Ovation Technologie. Merci beaucoup. C'est ce qui termine notre rencontre avec Jessica Lelièvre d'Ovation Technologie. J'espère que vous avez apprécié. On a parlé de gestion de projet à l'ère du numérique.
Il y aura d'autres webinaires rattachés au secteur de la construction et développement durable. Restez à l'affût et rappelez-vous que l'avenir de la construction, c'est aujourd'hui.